Donc le serveur NanoRéseau est démarré avec sa carte. Toutes les machines sont reliées avec des câbles NanoRéseau. Et maintenant, si on allume les MO5, et si on fait 2 sur celui-ci, et bien voilà, on est en NanoRéseau. Et on peut continuer de charger les programmes sur toutes les machines à la fois. Et ça va très très vite. Et nous sommes de retour en 1985. Pause. Revenons à l'origine de tout ça. Le début de cette histoire NanoRéseau, je pense qu'il a démarré en 2019 quand j'ai acquis mon premier MO5. Donc j'ai récupéré d'occasion avec tous ces accessoires, comme vous pouvez le voir. Et de ce fait, après, je l'ai branché avec un montage sur Arduino pour charger des logiciels sur un émulateur de cassette, n'ayant pas de cassette pour le faire fonctionner. Et c'est là qu'avec son contrôleur de musique et jeu, donc ce MO5, m'a fait vraiment penser aux machines de l'époque avec leur contrôleur NanoRéseau et leur extension mémoire, donc qu'il n'y avait pas sur cette machine. Et m'a vraiment replongé en 1985 alors que j'avais 10 ans et que j'ai découvert les premiers TO7 et MO5. Et je me suis dit que ce serait vraiment une très bonne idée de remettre en route du NanoRéseau et de s'intéresser un tout petit peu à cette technologie qui a été assez peu exploitée à l'époque. Mais déjà, c'est quoi le NanoRéseau? Le NanoRéseau, c'est quelque chose qui a été créé en 1985 et subventionné par l'État dans le cadre du programme Informatique pour tous, donc dont le but était d'apporter dans les écoles des solutions à base de machines Thomson qui soient dédiées à l'éducation. C'est-à-dire, comme vous voyez sur ces écrans, que des logiciels qui permettent d'apprendre le français, les mathématiques et toutes les disciplines. Donc le NanoRéseau, comme vous pouvez voir sur cette photo et cette classe qui l'utilise, c'est une connexion entre des machines Thomson qui sont pilotées par un PC. Et depuis le PC, c'est lui qui stocke les logiciels et il peut distribuer les logiciels sur les Thomson en les publiant ou les Thomson peuvent choisir les logiciels en les récupérant depuis le serveur. Et le Thomson peut aussi sauvegarder les résultats des programmes d'enseignement ou les programmes basiques sur le serveur. Et le professeur peut alors compiler toutes ces données et obtenir le résultat de la classe. Voilà ce qu'est le NanoRéseau. Alors, le NanoRéseau aussi, comme je voulais le monter, je me suis dit, il y en a tellement eu dans les années 80 qu'il doit bien y avoir du matériel à vendre. Et c'est là que j'ai commencé de chercher depuis 2019 sur eBay avec différents mots-clés, NanoRéseau, Leanor. Leanor étant le constructeur du NanoRéseau et l'entreprise qui fournissait la solution NanoRéseau. Et j'ai fait aussi ces recherches sur Le Bon Coin. Je ne les ai pas faites une fois en 2019, hein, je les ai faites tout au long de ces années qui se sont écoulées sans jamais de résultats. Donc, ne trouvant rien, c'est là que pendant l'été dernier, donc pendant l'été 2021, eh bien, j'ai lancé ce projet comme une bouée à la mer sur le Discord. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais une communauté très bien, une communauté qui participe et une communauté qui m'a beaucoup aidé sur ce projet. Je ne m'attendais d'ailleurs pas à un tel succès de mon Discord et encore aujourd'hui, on a de plus en plus de spécialistes qui sont investis et qui souhaitent avancer.
Donc j'ai commencé par récupérer des photos de la carte, dont en voici par exemple une, pour essayer de démarrer ce projet. Donc avec des photos de cartes, j'en ai récupéré aussi d'autres après avoir demandé sur système CFG, de cartes fonctionnelles, donc de cartes originales. Et on a commencé de regarder un petit peu ce qu'on pouvait faire avec ça, pas facile. Et c'est là que Full Duplex, ayant vu ma demande, m'a fourni des scans d'une carte nue, sans les composants. Et là, ça a été le grand départ. Le grand départ, surtout grâce à Mermed. Donc, il y a son nom sur la carte, hein, c'est pas Mermed, mais c'est Camille, en tout petit dans le coin de la carte. Voilà, Camille qui a énormément participé à cette carte, puisqu'elle était partie en déplacement au Japon, et c'était le moment des confinements. Donc elle s'est retrouvée confinée 15 jours au Japon, et elle a passé ces 15 jours à avancer sur la carte. Je vous fais défiler au fur et à mesure les différentes évolutions de tout le travail qu'elle a effectué sur la carte, jusque pratiquement au bout. Moi, après, je n'ai eu qu'à changer quelques pistes, refaire beaucoup de contrôles, faire quelques corrections et des petites choses comme ça. On n'a pas seulement fait le PCB, même si c'est la première chose qu'on a fait, mais Camille s'est aussi intéressée à faire le schéma. Elle a fait une première version du schéma qui a ensuite été repris par mon ami Freddy, parce que Camille n'étant pas électronicienne, le schéma était difficile à lire. Donc c'est mon ami Freddy qui a refait un schéma avec son background d'électronicien, un schéma propre. Donc on a le schéma de la carte. Et puis ensuite, tout s'est accéléré. Rapidement, le PCB sur KiCad est devenu un vrai PCB que j'ai reçu de Chine. J'ai passé la grosse commande chez Mouser et les pièces qui manquaient sur des sites américains. J'ai dessiné le bracket à l'arrière de la carte en 3D et Darkgiver m'en a fait des impressions. Et rapidement, on a eu la première carte qui a été montée. Et là, on est rentré dans les problèmes avec la carte qui a été affichée par le logiciel non détecté. Ce problème de carte non détectée était dû à un problème de BOM. Si on reprend la carte, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, mais c'est ce condensateur-là qui est responsable d'un délai où la carte vérifie les horloges des machines. Et ce condensateur étant de mauvaise capacité, c'est-à-dire il était 1000 fois inférieur à la valeur nécessaire, eh bien le délai était vraiment trop court. Et ça nous a occupé des mois pour trouver le problème. Et donc ça nous a énormément poussé d'ailleurs à étudier la carte et à comprendre son fonctionnement. Et Freddy a beaucoup travaillé sur ce sujet. Je vous laisse d'ailleurs la vidéo où j'ai monté la carte et où on avait le problème de carte défectueuse ou non détectée qui n'informe pas beaucoup sur le problème que la carte peut avoir. Et la vidéo, la dernière que j'ai faite, où je vous montre justement tout le soft de diagnostic qui a été écrit par mon ami Freddy, qui nous a permis de beaucoup avancer dans la compréhension de la carte et de voir avec ce logiciel que le problème venait d'ici. Et ensuite, c'est Full Duplex qui a vu qu'il y avait vraiment un problème avec la valeur de ce condensateur. Mais on avait aussi regardé sur le schéma et ça nous paraissait vraiment bizarre d'avoir ce condensateur-là. Toujours est-il qu'une fois que le condensateur a été corrigé, ça ne marchait toujours pas. Et d'ailleurs, la dernière update du nano réseau que je vous ai faite, je l'ai fait un peu par dépit parce que j'en avais vraiment marre. On ne trouvait absolument pas ce qui n'allait pas et j'étais prêt franchement à abandonner ce projet de nano réseau, ce projet de réplication de cartes du moins, parce que j'arrivais pas à la faire marcher et je voyais vraiment pas par quel bout prendre le problème. Et c'est là que Full Duplex, samedi dernier,
est venu à la maison parce que je lui avais prêté une carte. Et la carte que je lui avais prêtée, et je lui avais prêté d'ailleurs beaucoup plus qu'une carte, hein, je lui avais donné le Thomson, les contrôleurs, les câbles, la carte, tout, y compris les logiciels que j'ai sur le TO16. Et il a tout testé, il m'a dit je comprends pas, tout marche nickel chez moi. Alors samedi dernier, il est venu, on a passé un petit peu de temps à regarder pourquoi ça marchait pas ici, jusqu'à découvrir que c'était que la carte EGA de ma machine. La carte EGA utilise l'IRQ2 pour faire le refresh vertical. Et j'avais testé la carte dans une autre machine et j'avais le même problème. Et l'autre machine que j'utilisais, c'est mon Victor. Et mon Victor, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait sur mon Victor? Eh bien, je l'avais mis en EGA aussi. Donc, j'avais également la carte qui prenait l'IRQ2. Et donc, on a mis la carte sur les RQ3 et là, eh ben, ça a été le miracle qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que le nano-réseau a démarré. Voilà, depuis, j'ai changé le set de disquettes. J'ai mis un set collège et peut-être même un set de primaire. Je ne sais plus exactement ce que j'ai mis dessus, mais ça marche du tonnerre. Donc, je pense qu'on va pas passer plus de temps à retracer toute l'histoire. Hein. J'ai fait quelques vidéos, je vous laisserai des fiches. Et on va regarder ce nano-réseau de près. Comment il fonctionne. Donc, voyons ce nano-réseau de plus près. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, on arrive sur un écran où on a le choix entre le logo plus, le logo, le LSE, le NRDOS, le basique, parce que il est configuré comme ça sur la disquette que j'ai mis sur le serveur. Donc tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans le basique. Et le basique donc se charge avec des extensions nano réseau. Hein, c'est plus le basique qui est dans la machine, c'est un basique étendu. Et on arrive sur la disquette qui se charge en automatique. Et pour cette disquette-là, c'est une disquette de français d'école primaire. Donc si par exemple, on va dans conjugaison, c'est franchement des logiciels qui sont typiques de l'utilisation du nano-réseau. Donc c'est la conjugaison. Ça charge. Alors, ça marche au crayon optique, les logiciels. Alors, appuyez sur Entrée. Alors, il compte les billes. Eh ben, je vais mettre NT. Voilà, c'est un exercice tout simple de conjugaison. Alors, encore ENT, il est là. Et ces logiciels, donc, ils étaient très réputés sur le nano-réseau, ces logiciels d'éducation. Notamment tout ce qui était logiciel de français et d'apprentissage à la lecture. Ils étaient tellement publicités qu'ils ont même été utilisés jusque dans les années 90 dans certains endroits pour justement apprendre, parce que c'était une des meilleures méthodes d'apprentissage de la lecture qu'il y avait sur ces machines. Nous travaillons. Voilà. C'est pas toujours facile de sélectionner la réponse. Et je crois qu'on a à peu près terminé l'exercice. Pendant ce temps-là, sur l'autre, ce que je vais faire, c'est que je vais charger le logo. Donc c'est pareil, hein, c'est sur le nano-réseau, ça se charge très très vite. Alors, si on lui fait un répète 8 de avant 50 et tourne à droite de 45 degrés, on devrait obtenir quelque chose de sympa. Voilà. On a fait un beau dessin. Et maintenant,
on est en nano réseau. Donc lui, s'il a envie de... Il trouve que le dessin du copain est très bien. Donc on va le reset. On va lancer le basique. On va le redémarrer. Voilà. Sauf que cette fois, je vais faire 0 pour aller sur le basique. Et je trouve que l'image du copain, elle est vraiment bien. Donc, on va lui piquer son écran. Et voilà, eh bien, j'ai utilisé la commande clone. Et il a téléchargé par le nano réseau la copie d'écran de celui qui est à droite. Maintenant, mettons que je fasse un programme. Ah, effacer, non. Voilà, je fais un petit programme tout simple. Si je le lance, il m'affiche Rodrigue Studio. Donc mon utilisateur de droite, ce que je vais faire, c'est que je veux plus qu'il fasse de logo. Donc je vais lui pousser le basique depuis le serveur. Je vais diffuser au poste numéro 6, donc. Un langage qui est le basique. Et instantanément, paf, sur ma machine, il va remplacer le logo. Donc, je vais sortir de ça. Et je vais faire un petit programme aussi. Voilà, un petit programme que si je le lance, ça fait ça. Mais mon programme n'est pas complet. Donc, tiens. Si je clonais le poste 1. Et maintenant, si je lance mon programme. Eh bien, j'ai le contenu du poste 1 à la place de mon programme. Encore un clone de fait. Et cette fois, on a récupéré la mémoire de la machine et pas l'écran. On va voir un petit peu maintenant sur le serveur. Je vais diffuser sur tous les ordinateurs en même temps un langage. Je vais leur envoyer le NRDOS. Et hop, mes deux postes se retrouvent en même temps sur le NRDOS. Le NRDOS, c'est une extension du nano réseau qui lui permet de gérer les fichiers et des commandes particulières. Par exemple, si je fais dire, eh bien, je peux lister le contenu de ma disquette qui est sur le serveur nano réseau. Et de là, je peux lancer des choses. Je peux aussi changer de disque en faisant B et je suis sur la deuxième disquette. Il y a d'autres commandes sur ce... Il y a beaucoup de fichiers d'ailleurs. Et je peux en charger un. Il suffit que je fasse load pêle-mêle et je vais me retrouver sous pêle-mêle. Il y a aussi une synchronisation du temps. Voilà, c'est time. Voilà, il me dit bien qu'on est le 2 février 2022 et c'est à peu près l'heure qu'il est. Ce qu'on peut faire aussi avec le nano réseau, c'est charger des cartouches Memo 5. Il y a des cartouches Memo 5 qui ont été faites en format nano réseau et c'est l'extension mémoire de 64 kg donc qui va stocker le contenu de la Memo 5 et va agir comme une Memo 5 branchée dans la machine. Donc par exemple,
j'ai Color Calc sur le serveur. Et paf, voilà, il est chargé. Il m'a chargé toute une mémo dans un temps très très rapide. Et c'est un logiciel qui permet de faire comme un tableur. En fait, c'est un tableur en couleur. Donc, on peut mettre plein de chiffres partout. Voilà, on peut faire des opérations dessus, quoique je ne sais pas trop comment il fonctionne, mais voilà. Un beau tableur. On a vu plein de choses sur le nanoréseau qui sont du domaine de l'éducatif, donc qui était l'utilisation principale du nanoréseau dans les années 80. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec le nanoréseau? Est-ce qu'on peut faire du jeu avec le nanoréseau? Donc moi ce que j'ai fait comme Color Calc, c'est une Memo 5. J'ai récupéré des Memo 5 de jeux qui ne sont pas des originaux mais qui ont été déjà trafiqués pour l'émulateur DC Moto. Et je les ai retrafiqués moi-même avec l'aide de Foot Duplex. Donc par exemple, on va utiliser le serveur et on va pousser un jeu sur celui de gauche. Donc on va diffuser sur un poste le numéro 1. On va lui envoyer le jeu Glouton. Et voilà, on se retrouve avec notre Pac-Man sur le MO5. Et vous avez vu le temps de chargement, il est impressionnant quand même. On est très loin des disquettes, des SD drive et de tout ce qu'on peut trouver en termes de vitesse de chargement sur ces machines. Oh, je vais me faire bouffer. Et voilà, on a réussi à charger un Pac-Man. Et si je reset celui-ci, je peux pas le reset parce que il a une mémo. Donc je vais l'éteindre. Voilà. Et si je lance le NRDOS, je peux aussi charger des jeux. Depuis la machine. C'est aussi une fausse Memo 5 que j'ai modifiée. Et voilà. On a chargé Pulsar 2. Donc on peut très bien dériver un petit peu l'utilisation du nanoréseau et avoir plein de jeux de stocker sur le serveur. Il est possible d'y mettre des contenus de cassettes, il est possible d'y mettre des contenus de disquettes, des contenus de Memo 5 et on pourra les charger sur les MO5 sans y brancher un lecteur de cassette très lent ou même un lecteur de disquette ni un SD drive. Ça marche super rapidement avec le nanoréseau. Et d'ailleurs, avec toutes ces possibilités sur le nanoréseau, je pense qu'avec cette résurrection du nanoréseau, il y a peut-être l'opportunité de faire des jeux qui marcheraient sur ces machines en réseau. J'imagine dans un premier temps quelque chose de relativement simple. Mettons un toucher-coulé entre deux machines. Ce seraient des messages très très simples et je suis persuadé que ça marcherait en nanoréseau. Après, on peut imaginer encore plein d'autres choses. En tout cas, moi, pour ce nanoréseau, voilà qui est maintenant fonctionnel avec toutes ces cartes qui sont fonctionnelles. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre en vente toutes mes cartes que j'ai d'avance. J'en ai 3 d'avance pour le moment. Donc, je vends les cartes avec le splitter qui fait des DIN et 2 bouchons qui vont à chacun un bout du réseau. Et ensuite, il reste à trouver les contrôleurs nanoréseau et se faire les câbles. Donc, si une carte
Et je les vends avec le bracket, bien sûr, imprimé en 3D sur mon Ender 5 Plus. Donc, si vous voulez des cartes, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Il y en a 3 à vendre pour l'instant. Et j'en referai peut-être un dernier lot de 5 pour continuer. Il faut savoir aussi qu'on va s'intéresser à dupliquer les contrôleurs nano-réseau avec l'aide, la même aide que pour la carte nano-réseau. Donc, on pourra avoir plus facilement un nano-réseau complet. Fabriqué donc en 2022. Je voudrais particulièrement remercier quand même pour tout ça Camille, qui a énormément travaillé sur le schéma de cette carte. Je voudrais remercier Full Duplex aussi, qui m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a fourni les contrôleurs nano-réseau et les extensions mémoire et qui m'a aidé à débugger mon nano-réseau, qui nous a aidé tout au long du projet. Je voudrais aussi remercier Freddy, qui a fait le logiciel du diagnostic, qui nous a permis de bien comprendre comment il fonctionne avec son décodage d'adresse, etc. Cette carte, et donc d'en faire le schéma. Mais aussi, je voudrais remercier ADNZ qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo, puisqu'il m'en a fait une partie, dont notamment la vignette, ainsi que la partie où c'est accéléré à l'envers le rembobinage. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le nano-réseau fonctionnel vous aura intéressé. N'hésitez vraiment pas à venir sur les Discords pour parler du nano-réseau ou pour acheter une de ces cartes qui vont dans un PC. Le seul prérequis pour tourner le nano-réseau pour le moment, c'est qu'il faut un PC XT. Donc un PC XT avec un 8086 ou 8088 à 4,77 MHz. Donc c'est pas la plus facile à trouver. Pour l'instant, le logiciel ne supporte pas plus que ce processeur-là. Voilà, voilà. Donc sur ces belles images, et moi je suis super content d'avoir le nano-réseau, eh bien je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.